Je vous préviens tout de suite, à la fin de cette vidéo, je vous demanderai si vous dormez mieux ou moins bien maintenant. Gardez cela en tête et on y revient. La conclusion semble contre-intuitive, mais il y a des raisons d'espérer que la prolifération nucléaire ne soit pas aussi dramatique que ça. Parce que, en ce qui me concerne, je ne sais pas si cela vous angoisse, mais alors moi, s'il y a bien un sujet qui me stresse, c'est l'idée de nous retrouver demain avec des dingues capables de vitrifier ma famille, mon village, mon pays en une fraction de seconde. Mais après avoir bien réfléchi au dossier, j'y ai trouvé matière à espérer dans tout ce chaos. Et vous allez voir que c'est passionnant et peut-être bizarrement rassurant. Allez, on se retrouve pour plus d'infos dans un monde décidément sur le fil. L'arme nucléaire, est-ce aussi abstrait pour vous que ça l'est pour moi? Vous savez, toutes ces ogives nucléaires que certains pays ont, ou parfois n'osent avouer avoir, dans quelle quantité, dans des lieux tenus secrets, etc. Donc, pour mieux me représenter ce que toutes ces ogives signifient, j'ai pris des bougies que j'ai d'abord peintes avec différentes couleurs et que je vais maintenant positionner sur notre carte du monde pour qu'on comprenne mieux. Mais avant de les utiliser, première découverte qui me stupéfie. Il y avait environ 70 000 ogives nucléaires en 1986, soit il y a à peine 40 ans. Si une bougie représentait 500 ogives, voilà ce que ça donnerait. Oui, je sais, c'est impressionnant. Donc vous voyez, c'est ma première surprise positive et vous verrez qu'il y en aura plusieurs dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, il y en a 6 fois moins qu'il y a 40 ans avec environ 12 000 ogives. Elles sont actuellement détenues à 80% par la Russie et les USA, presque à part égale, avec environ 5000 têtes pour chacun des deux pays. Donc je résume, la Russie et les USA détiennent environ 10 000 ogives sur les 12 000 présentes sur la Terre. Ça à droite, c'est la Russie avec des bougies rouges. Et là à gauche, c'est les États-Unis avec des bougies bleues. Je vous expliquerai dans un instant à quoi correspondent ces bougies blanches, mais avant de le faire, je voudrais symboliquement allumer quelques bougies rouges et quelques bougies bleues de façon à pouvoir exprimer l'opérationnalité de ces ogives. Et puis il y a la France et l'Angleterre qui possèdent quelques centaines d'ogives chacun. Comme chaque bougie représente ici 500 ogives, et comme ces deux pays en ont à peine 500 à eux deux en les additionnant, j'ai fait en sorte qu'ils se partagent une même bougie. Et comme elles sont opérationnelles également, je les allume et je place ma bougie entre la France et l'Angleterre. Ce qui montre déjà visuellement combien la répartition des ogives nucléaires est inégalitaire entre l'Europe d'un côté et les deux autres grandes puissances de l'autre. Vous retrouverez d'ailleurs cette même inégalité dans la suite de la vidéo quand je présenterai les pays d'Asie et ceux du Moyen-Orient. Mais avant d'y arriver, je vous propose maintenant de passer à autre chose de fondamental. Pourquoi certains pays pourraient vouloir se doter de l'arme nucléaire? Que se passe-t-il réellement lorsque les flammes d'une puissance vacillent? Mais avant de vous expliquer cela, je laisse ce petit papier ici qui peut changer beaucoup plus de choses qu'on ne croit dans le domaine de l'utilisation du nucléaire. J'y reviendrai plus tard. Pour le moment, on discute de raisons nouvelles qui pourraient donner envie chez certains de se doter de l'arme nucléaire. Vous l'avez senti, l'équilibre né de la Seconde Guerre mondiale, puis de la guerre froide, est en train de bouger. On ne sait pas encore comment ça finira, mais on sent déjà bien qu'aujourd'hui, rien ne sera plus comme avant. Et cela en partie à cause d'un homme dont vous avez peut-être déjà entendu parler.
Oui, je le sais, ça me gêne de le présenter comme étant à l'origine de tout, car c'est ce qu'il pense, mais le président des États-Unis, Donald Trump, donc, agit comme catalyseur de mouvements tectoniques. Vous savez, ces plaques sous terre ou sous mer qui libèrent des énergies considérables quand elles bougent. En gros, il accompagne, on pourrait même dire qu'il accélère, des bouleversements qui seraient sans doute survenus un jour ou l'autre, notamment en matière de dissuasion et donc de prolifération. Alors, je ne dis pas que Donald Trump souhaite la prolifération des armes nucléaires, je dis que ces mots et ces signaux pèsent sur la crédibilité perçue du parapluie américain. Et la crédibilité, en dissuasion, c'est aussi important que le nombre d'ogives que l'on possède. On va reparler de ces clés. Maintenant, imaginons que nous doutions vraiment de la volonté des États-Unis de protéger l'Europe de l'Ouest sous son parapluie nucléaire. Vous voyez maintenant le déséquilibre? Les Européens se retrouvent bien démunis face à une Russie agressive et très bien dotée. Alors attention à ce stade, je ne dis pas que 100% des ogives nucléaires américaines se trouvent actuellement sur le continent américain, ce serait plutôt de l'ordre de 10%. Les autres se trouvant sur le sol américain ou sur des sous-marins lance-missiles. Je veux juste montrer le rapport de force si les États-Unis se détournent définitivement de l'Europe, ce qui est le cas depuis Obama, mais qui s'est accéléré avec les doubles élections de Trump. En Allemagne, où j'habite, personne n'aurait imaginé que l'alliance avec les États-Unis, ce que l'on appelle l'alliance transatlantique, puisse un jour se terminer. Et c'était encore plus inenvisageable pour mon chancelier Friedrich Merz. Bah oui, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis franco-allemand et habite en Allemagne. Donc, pour mon chancelier Friedrich Merz, qui s'est rendu dans la résidence d'été d'Emmanuel Macron en août dernier, eh bien, ils se sont demandé comment possiblement on pouvait mutualiser ou élargir la doctrine nucléaire française, comment peut-être on pourrait inclure l'Allemagne dans la protection nucléaire, voire l'aider à construire une crédibilité autonome si le parapluie américain s'éloignait. On sait qu'ils en ont parlé et que le sujet est complexe. Ça, c'est le principe de la double clé. Depuis la guerre froide, des bombes atomiques américaines sont prépositionnées en Europe. Pour les employer, il faut deux feux verts. D'abord la décision américaine et ensuite l'accord du pays hôte. Si la clé américaine part, alors on ne peut plus armer les missiles nucléaires et il faut accepter de ne plus avoir cette protection. Ou alors, il faut décider de développer son propre système, c'est-à-dire sa propre dissuasion nucléaire avec sa propre clé. Partons maintenant au Moyen-Orient. Des précédents historiques récents dans la région ont imprimé une idée assez simple. On respecte davantage ceux que l'on ne peut pas éliminer, sauf à vouloir prendre le risque de représailles très graves. Parce que peut-être, vous en souvenez-vous, il y a eu l'Irak, envahi par les Américains en 2003. Son dirigeant, Saddam Hussein, est alors éliminé à la suite d'un procès humiliant et contesté en 2006. Si vous avez d'autres exemples en tête, vous pourrez me les rappeler dans vos commentaires. Ironiquement, Saddam Hussein avait eu l'ambition de développer son programme nucléaire à partir des années 70. On imagine que le sort de ce dirigeant et de son pays aurait été bien différent si le programme avait été mené à son terme. On comprend bien pourquoi des dirigeants actuels dans la région ou ailleurs pourraient maintenant vouloir développer leur propre programme. Passons maintenant du côté de l'Asie-Pacifique. Car ce qu'il s'y passe est simplement du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Même si les bombes atomiques américaines ont été retirées depuis la fin de la guerre froide, plusieurs pays s'abritent toujours depuis 1945 sous le parapluie nucléaire américain, et notamment des pays qui comptent économiquement et diplomatiquement comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie.
Et en face, on retrouve des adversaires dotés, eux, de la bombe atomique, comme la Corée du Nord, en tension depuis des décennies avec le Sud, sans traité de paix, qui fait régulièrement des essais de missiles potentiellement atomiques, la Chine, et par moments également encore la Russie, qui a encore des différends géographiques avec certains pays dans la région. Alors, que se passe-t-il quand Washington émet des signaux ambigus sur Taïwan ou sur l'étendue de sa protection? Eh bien, on commence à sentir l'ombre de la Chine qui pourrait bien vouloir prendre sa revanche sur des siècles de domination passés. Les alliés sont sur le qui-vive et certains commencent à envisager en silence ce qui était impensable hier. Ainsi, au Japon, où le tabou du réarmement commence à tomber, on s'interroge sur la nécessité d'élaborer une politique de sécurité alternative. Ou, en Corée du Sud, le sujet est carrément devenu un débat public avec des sondages qui confirment la volonté de la population de se doter de l'arme nucléaire. Exclusion, guerre nucléaire. Les pertes liées à un incident nucléaire sont exclues. En cas de risque stratégique élevé, les ports, terminaux et transports peuvent faire l'objet de primes révisées, de retards ou de refus d'accostage. Ça, c'est typiquement une clause de contrat de fret, le transport de marchandises par voie maritime ou aérienne. Si la dissuasion nucléaire américaine n'est plus jugée fiable, le risque pays grimpe. Les primes s'envolent, les clients ralentissent ou annulent jusqu'au point où certaines livraisons ne se font plus. Conséquence, pour rassurer sur la stabilité de son économie, un pays cherchera à donner des garanties nationales. En Allemagne ou en Corée du Sud, qui sont deux pays très exportateurs, compenser un parapluie nucléaire américain faillible par une dissuasion nucléaire propre ou partagée pourrait stabiliser la situation. Cela semble paradoxal, mais c'est potentiellement une bonne nouvelle pour ces pays. Je vous l'avais dit en introduction que ma thèse serait contre-intuitive. Plus de pays dotés de la bombe atomique peut réduire le risque si on s'y prend bien. Pourquoi? Parce que des États capables de se détruire mutuellement s'attaquent rarement de front. Et parce que tout le système respire mieux quand les règles sont claires. C'est ce qu'on appelle la grammaire nucléaire. Je vais vous la détailler brièvement maintenant. D'abord, il faut dire ce que l'on ferait et le montrer. Avoir des lignes rouges explicites et montrer des exercices annoncés dans le calendrier public. Ensuite, il faut se parler vite quand ça chauffe. On a besoin de pouvoir se téléphoner directement entre capitales en ayant des procédures claires. Ça a d'ailleurs très bien marché avec le téléphone rouge durant la guerre froide entre les dirigeants soviétiques et américains. Et enfin, il faut rendre la décision de tir complexe. Il ne faut jamais un seul bouton, il faut toujours au moins 2 personnes pour autoriser un tir, avec des civils au-dessus pour contrôler des règles écrites. Vous vous souvenez de l'ombre que j'ai fait glisser sur l'Asie-Pacifique tout à l'heure? On voit aujourd'hui la même ombre en Europe. Ces deux ombres disent la même chose. Quand l'Europe s'assombrit, l'Asie le perçoit. Et inversement, ce n'est pas de la magie, ce sont les mêmes priorités politiques, les mêmes flottes qui transportent les marchandises, les mêmes agendas que l'on répartit. On récapitule. Pour les pays qui possèdent ou pourraient développer leur arsenal nucléaire, il faut qu'ils énoncent et montrent leurs règles, qu'ils se parlent vite quand ça chauffe et qu'ils rendent le tir difficile. Si ces 3 choses tiennent, alors un monde avec plus de pays détenteurs peut paradoxalement être plus stable. On pourra y trouver des pays autonomes vis-à-vis de leurs grands voisins, qu'ils soient russes, américains ou chinois.
On aura des pays respectés, moins exposés à l'ingérence extérieure. Les économies seront mieux tenues, les primes de fret n'exploseront pas et les ports comme les routes resteront ouverts. Ce sera également moins de guerre directe parce que trop risqué. À la place, il y aura obligation de se parler et dans le pire des cas, des échauffourées limitées comme entre l'Inde et le Pakistan ces dernières années. Alors comprenez-moi bien, je ne souhaite pas la prolifération nucléaire, mais si elle devait se produire, je ne suis pas sûr que la situation sera pire que celle que l'on connaît aujourd'hui. Alors, vous dormez mieux ou moins bien maintenant ?